Bonjour Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous ce matin. Vous qui ne voulez pas d'une Assemblée nationale trop lisse, c'est ce que vous avez dit hier à nos confrères du Parisien, on peut dire que vous êtes servis. La semaine dernière, on a eu beaucoup d'éclats de voix, d'invectives, d'insultes parfois. Est-ce que finalement, certains ont parlé de cirque pour qualifier le spectacle offert à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous satisfait, cette situation ? Bonjour à vous tout d'abord. L'Assemblée nationale est un lieu qui vit, c'est un lieu qui débat, c'est un lieu où la démocratie s'exprime. Et il est vrai que notre Assemblée n'a jamais été aussi diverse, mais finalement, j'allais dire aussi représentative des Français. Et donc, nous avons... 48% des Français, ceux qui ont voté. Alors, de ceux qui ont voté, on ne peut pas être représentatif, malheureusement, de ceux qui ne votent pas, mais nous espérons, et moi, en tant que femme politique et présidente de l'Assemblée nationale, que nous réussirons à faire reculer l'abstention. Peut-être qu'en montrant l'utilité de l'Assemblée nationale, en montrant que quand on est à l'Assemblée nationale, rien n'est joué, qu'il s'y passe des choses. Peut-être que nous réussirons également à faire revenir les Français aux urnes. L'Assemblée nationale, est-ce qu'elle a repris du pouvoir, vous diriez ? Est-ce que, par exemple, le gouvernement doit s'habituer à voir des textes votés contre sa volonté ? On l'a encore vu il y a quelques heures, un texte qui prévoit le remboursement par l'État de 120 millions d'euros aux collectivités locales, aux départements pour financer le RSA. Eh bien, le gouvernement n'en voulait pas, Bruno Le Maire n'en voulait pas, et grâce à l'apport de députés Horizon, alors c'est un petit peu de la tactique parlementaire des députés proches d'Édouard Philippe, eh bien ce texte est passé contre la volonté du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Ce qui est sûr, ce qu'il faut en déduire, c'est que rien n'est joué à l'avance. C'est qu'on n'est pas sûr d'un vote avant qu'il n'ait lieu, et c'est heureux. Nous avons vu pendant cette semaine des débats où il y a eu des votes à l'unanimité sur certaines mesures. On pense à la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, à la simplification des résiliations, vous savez, des contrats de la vie quotidienne sur la téléphonie, etc. La hausse de l'ensemble des prestations sociales et de la retraite, ce sont des mesures qui ont été votées à une quasi-unanimité. Avec la volonté du gouvernement, là c'est contre le gouvernement. Mais c'est important de voir qu'il il se passe quelque chose aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et effectivement, le gouvernement peut se faire battre. Ce qui est dommageable dans cette... Vous ne le regrettez pas, vous qui êtes membre de la majorité ? Ce que je regrette, c'est lorsque ça engage à ce point les finances publiques. Nous sommes tous conscients qu'il nous faut être extrêmement rigoureux et ce vote a entraîné une dépense supplémentaire de 120 millions d'euros. Ça n'est pas rien et nous sommes tous comptables, que nous soyons dans la majorité ou dans l'opposition, de la bonne tenue de nos finances publiques. Mais vous diriez quoi ? Que c'est qu'un autre coup de chaud nocturne, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron qu'il avait dit le 14 juillet, ça, vous en aviez pensé quoi, cette expression d'ailleurs ? Coup de chaud nocturne, avait-il dit, lorsque le gouvernement avait déjà été retoqué. J'en pense que c'est une assemblée qui débat où rien n'est joué et donc le débat fait parfois varier les votes. On ne sait pas à l'avance ce qui va être voté à l'Assemblée nationale, ce qui montre que l'hémicycle, le fait d'argumenter, de contre-argumenter, d'avoir des expressions politiques diverses, eh bien, ça peut faire bouger les lignes. Et à nouveau, c'est heureux parce qu'une assemblée qui débat, c'est une assemblée qui sert à quelque chose et c'est ce que les Français souhaitent. Ils voulaient un rééquilibrage des pouvoirs. Ils l'ont, et donc il va falloir que nous travaillions avec ces données en tête. Mais vous, Yael Braun-Pivet, vous voyez dans quel rôle vous êtes plus dans une fonction de neutralité, plus que ne l'était peut-être votre prédécesseur, Richard Ferrand, qui lui était un pilier de la majorité, qui défendait avec fougue le président de la République. Vous, on a l'impression que vous dites, eh bien, c'est l'Assemblée finalement qui décide, qui amende. Et tant pis pour le gouvernement, le cas échéant. Je ne dis pas ça. Et mon prédécesseur était également dans une position de neutralité lorsqu'il préside l'Assemblée nationale. C'est notre rôle. Nous devons assurer une bonne tenue des débats. Nous devons assurer le fait que chaque député qui a été élu par les Français a sa place à l'Assemblée et peut exercer pleinement son mandat. C'est ça le rôle d'un président de l'Assemblée nationale. Ça n'est pas de prendre parti continuellement pour un camp ou pour un autre. Ce serait là dévoyer la fonction. Mais sur le fond, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron avait été marqué, il s'en revendiquait lui-même, par la verticalité, par le pouvoir, les décisions qui émanaient essentiellement de l'exécutif. Est-ce que vous estimez qu'il y a un rééquilibrage qui est salutaire ? Il y a nécessairement beaucoup plus de dialogue à venir, beaucoup plus de co-construction à venir pendant ce quinquennat, du fait de l'éclatement de l'Assemblée nationale et du fait de la perte de la majorité absolue pour
un seul camp, celui du président. Donc moi, j'ai appelé de mes voeux et j'appelle de mes voeux plus de co-construction, plus d'anticipation, donc plus d'anticipation des sujets, plus de travail en commun, donc par la constitution de groupes de contact et de groupes de travail constitués de députés de tous les bancs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le gouvernement doit préparer en amont les textes avant qu'ils arrivent à l'Assemblée? Expliquez-nous. Aujourd'hui, le gouvernement est de tout temps préparé les textes en amont, mais un peu en temps masqué avec son administration. Là, l'idée, et nous l'avions fait sur quelques textes précédemment, l'idée, c'est vraiment de faire cette phase de préparation du texte, de rédaction du texte, en associant les parlementaires, en associant l'ensemble des groupes politiques pour pouvoir justement commencer à construire un consensus préalablement à la phase de débat dans l'hémicycle. Ça éviterait les accidents comme ceux qu'on a connus ces derniers jours? Ça permettrait surtout de cheminer ensemble et de réussir à voir finalement quel est notre socle commun. Moi, je suis convaincue que sur chacune des réformes que le gouvernement portera, nous pouvons avoir une base commune qui nous rassemble beaucoup plus largement que les groupes simplement de la majorité relative. Sur le fond, pour reparler de ce qui a été voté concrètement dans cette loi sur le pouvoir d'achat et dans ce projet de loi de finances rectificative, il y a un sujet qui nous concerne très directement ici à France Télévisions, c'est la suppression de la redevance audiovisuelle. Expliquez-nous, elle a été votée par les députés. Expliquez-nous en quoi c'est un progrès, parce que tout le monde ne l'a pas compris. Et en quoi l'audiovisuel, où nous sommes aujourd'hui, continuera à être financé. Alors c'est la suppression d'abord d'une taxe qui touchait les Français de façon homogène. Et donc il a été souhaité, c'était une annonce du président de la République pendant sa campagne présidentielle, qu'il convenait de la supprimer, au même titre que d'autres taxes telles que la taxe d'habitation avait été supprimée pendant le précédent quinquennat. L'objectif, c'est de supprimer des taxes. De nombreux Français la payent encore, il faut préciser quand même, la taxe d'habitation. Oui, mais pas la grande majorité pour laquelle la taxe d'habitation a été supprimée. Et là, pour tous les Français, nous avons supprimé très largement aussi, au-delà des bancs de la majorité, la redevance télé. Et elle sera remplacée par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc il n'est pas question que le financement de l'audiovisuel public sera le même il n'est pas question de supprimer ou de baisser le financement de l'audiovisuel public, mais il était question de supprimer une taxe pour les Français. C'est redit ce matin. On en revient à l'ambiance de l'Assemblée dont on parlait au début. On a vu ces derniers jours, je cite quelques événements qu'on a pu voir dans l'hémicycle, un salut nazi, des menaces, des insultes. Est-ce qu'il ne faut pas instaurer un code de bonne conduite à l'Assemblée nationale? Vous en êtes la présidente. Est-ce que vous considérez qu'on peut tout faire? Et on a vu des choses assez sérieuses se dérouler ces derniers jours. On ne peut pas tout faire à l'Assemblée nationale. L'Assemblée doit être un lieu où on respecte la République, où on respecte la séance, où on respecte ses collègues et où on respecte surtout les Français, puisque nous les représentons à l'Assemblée nationale. Donc moi, j'ai reçu le député qui a fait un geste fort inapproprié. Donc je l'ai reçu la semaine dernière et je prononcerai la sanction qu'il mérite. Ça pourrait être quoi la sanction, Madame Ronde-Pivet ? Alors il y a une échelle de sanctions qui est prévue dans notre règlement intérieur. Moi, ma ligne de conduite, c'est d'appliquer notre règlement de telle sorte que chacun puisse savoir dans quel cadre il doit s'exprimer. Mais il ne doit pas y avoir ni d'injures, ni d'invectives, ni de mauvaise tenue à l'Assemblée nationale. Nous devons être respectueux à nouveau des Français et nous devons être respectueux finalement des idées contraires. Nous ne sommes pas tous d'accord à l'Assemblée, mais nous sommes tous légitimes à y siéger. Vous venez d'employer l'expression mauvaise tenue. Vous savez qu'il y a un débat sur la tenue vestimentaire. Un député, Éric Ciotti, mais il n'est pas le seul, réclame qu'on leur redemande la cravate, notamment le port de la cravate pour les hommes pour rentrer dans l'hémicycle. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Est-ce que c'est seulement un détail, la façon dont on porte ses vêtements pour entrer dans l'Assemblée nationale? Ça n'est pas un détail, c'est très important puisque finalement vous ne vous appartenez plus quand vous rentrez à l'Assemblée nationale et dans l'hémicycle. Vous êtes un élu de la nation, vous représentez les Français. Donc vous devez toujours imaginer que les citoyens, les Français doivent être fiers de vous. Et donc on peut venir habillé comme on veut? On ne peut pas venir habillé comme on veut. Le règlement de l'Assemblée nationale prévoit une tenue de ville
Ça veut dire quoi, une tenue de ville? On peut venir correcte. en t-shirt, par Donc, exemple, t-shirt et veste. alors, pour moi, c'est la tenue de ville, c'est une veste, c'est une robe, c'est un costume, une cravate évidemment. Mais, Oui, mais pas moi, je ne obligatoire. suis pas pour exercer la police vestimentaire à l'Assemblée. Moi, je fais confiance aux parlementaires. Ils exercent une éminente fonction et donc ils doivent être en capacité eux-mêmes de juger si la tenue qu'ils portent est cette fameuse tenue de ville, si c'est une tenue correcte, si c'est une tenue digne pour exercer ce mandat. Donc il n'y aura pas de police vestimentaire, vous l'avez dit ce matin. Merci beaucoup Yael Braun-Pivet, vous avez Merci dit à beaucoup vous. d'autres choses aussi. Présidente de l'Assemblée nationale, bonne journée et c'est la suite de Télématin.